nous allons commencer ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Claudine Maziota, directrice générale du pôle santé-travail. Et je suis donc accompagnée à ma droite. Le docteur Catherine Smallwood, médecin du travail. Elisabeth Aquaviva, infirmière coordinatrice. Bien. Donc, c'est un numéro spécial que nous avons tenu à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à... Bien sûr, les micros, les caméras sont coupés. Ensuite, pour ceux qui le voudront, vous pourrez prendre la parole. À ce moment-là, vous ouvrirez votre micro et on vous verra. Dans l'intervalle, vous pouvez très bien chatter le long de la réunion, ça nous permettra d'anticiper sur les questions du moment. Alors, nous avons, comme je vous dis, c'est une rubrique spéciale qu'on a tenu à vous présenter pour deux raisons. La première des raisons, c'est que nous travaillons depuis le confinement à accompagner et à aider les entreprises sur toute la partie de prévention du Covid, avec dans un premier temps les gestes barrières, la distanciation, les plans de continuité de l'activité pour ceux qui n'ont pas arrêté, les plans de reprise de l'activité pour ceux qui ont repris à partir du 11 mai. Donc nous avons un niveau d'expertise sur cette partie conseil et accompagnement. Et la deuxième raison, c'est que nous avons beaucoup de nos employeurs qui ont encore beaucoup de questions. Et donc c'est pour cette raison qu'on a dit on va proposer un webinaire. Et vous êtes, là nous sommes 41 participants. Il nous en manque, mais ils nous rejoindront. Mais au vu des retours que nous avons, cela nous encourage à continuer sur ce format de présentation sur une thématique bien ciblée. Nous en avons fait un il y a 15 jours de cela sur le document unique. Et justement, c'est à partir de ces moments de partage avec nos adhérents que nous pourrons anticiper sur les futures thématiques que nous pourrions aborder. Parce que en fait, cela vous permet d'être en direct avec des professionnels et de pouvoir poser les questions pour lesquelles vous attendez des réponses. Voilà. Donc ce webinaire comprend plusieurs parties. La première partie, c'est la conformité et l'obligation de l'employeur. Donc on va voir dans sa globalité quelles sont les obligations de l'employeur, bien qu'on y reviendra sûrement dans une partie de discussion, puisque vous le savez tous, l'employeur est tenu par son obligation de moyens pour justement prévenir les risques de l'entreprise. C'est cadré par l'article du Code du travail et ensuite par tous les décrets d'application que nous avons eus depuis le 16 mars. Donc on sera en mesure de voir ensemble tous les documents que vous devez mettre à jour et pouvoir produire autant à vos salariés qu'aux organismes de tutelle. Ensuite, nous allons parler du protocole national. Donc cette partie sera prise en charge par le Dr Smallwood avec tout ce qui comporte le cas contact, qu'est-ce qu'on doit faire, donc beaucoup de questions par rapport à beaucoup de cas de figure. Et ensuite, la dernière partie qui sera traitée par Elisabeth Aquaviva, puisque c'est notre infirmière coordinatrice, sur tout ce qu'on peut vous proposer au quotidien en accompagnement et en action spécifique du PST. Donc on revient sur les obligations de l'employeur. Vous le savez très bien, c'est cadré par deux articles du Code du travail, le 41-21-1 et le 41-21-2, donc qui précisent les obligations légales de l'employeur. On ne va pas revenir là-dessus, vous le savez, un employeur doit mettre en place des mesures de prévention pour éviter que ses salariés puissent être exposés à un risque. Aujourd'hui, nous sommes sur un cas bien précis de risque, c'est le risque biologique, le risque donc lié au virus de la Covid-19.
Donc nous avons une obligation employeur de mettre des moyens renforcés. Cela veut dire qu'il faut apporter la traçabilité de tout ce qui aura été mis en place pour préserver la sécurité et la santé de vos salariés. Cela passe par des documents, donc des documents qui devront être mis à jour, donc je pense que c'est la deuxième slide. Donc il faut obligatoirement que vous intégriez le risque Covid-19 dans l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, c'est bien sûr l'outil de référence, c'est la matrice du document unique de repérage des risques, votre DUERP. Donc, vous devez partager ce travail d'évaluation des risques avec les parties prenantes de votre entreprise. Dans les parties prenantes de votre entreprise, vous avez des personnes référentes, on parlera du référent Covid, vous avez, selon la taille de votre entreprise, les représentants du personnel, et vous avez également, dans les parties prenantes, des personnes ressources dans votre entreprise. Donc, il faut prendre en compte les risques induits dans la réorganisation du travail, puisqu'il y a une réorganisation du travail du fait de la présence ou non du virus, mais qu'il faut en fait limiter. Donc, vous avez, bien sûr, je vous ai parlé du document unique, vous avez le règlement intérieur et d'autres documents qui peuvent être le plan de reprise comme le plan de continuité, ce que je vous ai dit en amont. La prochaine slide sur les obligations de l'employeur. Pour vous mettre en conformité avec la gestion du virus, vous avez obligation, et ça ce sont les décrets depuis mars qui nous l'ont précisé, vous avez obligation de désigner un référent Covid dans l'entreprise. Ce référent Covid, si vous ne l'avez pas, le chef d'entreprise peut faire office de référent Covid. Mais il faut que ce soit une personne en interne, vous ne pouvez pas l'externaliser. Et avec cette personne, vous devez accompagner les salariés dans la mise en place de vos protocoles et du respect de ces protocoles. Il ne suffit pas d'actualiser un document unique, d'actualiser un règlement intérieur, de faire des fiches, des notes de service. Vous devez vous assurer que ce soit appliqué. Si ce n'est pas appliqué, c'est de votre responsabilité, bien sûr celle de vos salariés, mais vous êtes tenu de cette application. Voilà. Donc le référent Covid fait également remonter les informations. Par exemple, on met en place un accueil filtrant. Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est pas gérable? Est-ce qu'on doit modifier? Vous avez mis en place un flux dans votre entreprise. Eh bien, vous devez vérifier que ce flux, respecte les mesures de distanciation. Vous pouvez très bien avoir mis en place des mesures qui doivent être revues, c'est-à-dire corrigées. Donc à ce moment-là, vous ferez une nouvelle mise à jour, mais il est très important que vous puissiez produire à tout moment les documents qui vous ont permis cette mise en place des nouvelles mesures, parce que si vous aviez un cas positif dans votre entreprise, on vous demandera de produire ces documents. Voilà. Ensuite, bon, bien sûr, être ce référent Covid, bien, vous l'avez compris, hein, c'est le monsieur sécurité. Donc, c'est un acteur interne dans l'entreprise et il doit avoir une fonction de relais opérationnel. Voilà. Donc, je pense que est-ce que je dois rajouter quelque chose sur le référent Covid? Bon, après, vous pourrez... Donc, c'est bien, vous continuez à vous connecter. On va bientôt dépasser la barre des 50 participants. Donc, sur la partie réglementation et obligations, est-ce qu'on a encore une slide? Non. Donc, sur cette partie-là, si vous avez des questions, vous pourrez les poser ou on pourra y revenir. On va passer au sujet très important qui suscite beaucoup de questions et dont les explications
sont à la charge du docteur Smallwood qui va vous présenter les protocoles nationaux tels qu'ils ont été définis. Alors à vous, Catherine. Alors d'abord, savoir qui est considéré comme personne à risque. Tout le monde, tous les collègues de travail ne sont pas obligatoirement des personnes qui sont considérées comme à risque. Donc les personnes qui sont considérées à risque, ce sont des personnes qui sont exposées en absence de mesures de protection efficaces, c'est-à-dire en absence de masque essentiellement, pour des cas rapprochés, c'est-à-dire sans limite de temps pour des face-à-face à moins de 1 mètre de distance. Et la même chose avec si la personne qui est malade a toussé ou a éternué, puisqu'elle a transmis plus facilement par les efforts de toux et d'éternuement, elle a transmis davantage de postillons et donc de virus. Sinon, il faut un contact minimum de 15 minutes si le contact a eu lieu dans un espace qui est confiné, donc les bureaux, les voitures de service, les salles de réunion. Alors attention aux salles de pause, parce que vous avez dans les entreprises des personnels qui mettent bien le masque et qui font très attention aux mesures de distanciation, mais qui en salle de pause enlèvent le masque évidemment puisqu'elles vont manger, se déplacent éventuellement dans la salle pour aller réchauffer le plat au micro-ondes et qui ne remettent pas le masque. Donc les salles de pause sont un lieu vraiment de contamination tout à fait possible. Les vestiaires de la même façon, mais normalement dans les vestiaires, le responsable Covid a organisé les passages et voilà. Normalement, tout le monde ne doit pas être dans un vestiaire en même moment. Mais la salle de pause, c'est important. Après, évidemment, des cas particuliers, c'est si c'est un milieu de soins, si c'est un milieu au niveau de l'école, des maternelles. On a eu beaucoup de cas dans les maternelles et dans les crèches. Voilà. Et puis aussi, si la personne partage le même lieu de vie que le cas qui est éventuellement confirmé. Attention aussi, quand ce sont des personnes qui travaillent sur des chantiers et qui sont hors département et qui partagent souvent des locations, et donc là, elles peuvent se contaminer facilement, parce que évidemment, si elles partagent une location, alors que c'est pourtant dans le cadre du travail, elles ne mettent pas de masque. Ensuite, la conduite à tenir si un salarié présente des signes Covid sur son lieu de travail. Bon, si quelqu'un ne se sent pas bien, et on n'est pas sûr qu'évidemment qu'il ait le Covid, mais si quelqu'un a mal à la tête, se met à avoir un petit peu de fièvre, il doit bien sûr prévenir son supérieur hiérarchique et il doit tout de suite être isolé. On lui met un masque. Si des fois il n'avait pas de masque, il est impératif qu'il porte tout de suite un masque, le temps qu'on l'isole dans une pièce tranquille, je dirais, dans l'établissement. Si c'est un signe qui est grave, parce que la personne tout de suite a beaucoup de fièvre, elle se sent vraiment mal, voire se trouver mal, perdre connaissance, il faut évidemment appeler tout de suite le 15. Mais sinon, la personne, si elle ne se sent pas très bien, elle peut rentrer chez elle ou quelqu'un de sa famille peut venir la chercher. Elle prévient son médecin traitant, elle contacte son médecin traitant et elle va être soignée, on en reparlera tout à l'heure. Les locaux dans lesquels la personne a travaillé ou la personne a été isolée doivent être fermés pendant au moins 3 heures et ensuite être désinfectés au bout des 3 heures. Fermés, ça veut dire que personne ne rentre dans cette pièce. Donc ensuite, il y a le nettoyage et la désinfection. Attention, la personne qui va nettoyer doit porter une surblouse. Elle doit mettre évidemment des gants de ménage. On doit nettoyer les sols avec un bandeau à usage unique.
on utilise un produit détergent et ensuite on rince bien sûr et après on met un produit désinfectant qui ont des normes particulières, viricides, et ce sont ce produit désinfectant qui est particulièrement important. Et puis sans oublier d'aérer la pièce. L'accompagnement du salarié qui est suspect de Covid, il est placé en isolement, il doit attendre les résultats du test parce que bien sûr son médecin lui aura fait faire un test dit PCR. Ce sont les tests que l'on fait en prélèvement dans le nez. Donc en attendant les tests, il s'isole chez lui et il est mis en arrêt de travail et normalement jusqu'à ce qu'il ne soit plus contagieux. Un tracing peut être fait si le cas est avéré, s'il est probable. Le tracing, c'est-à-dire qu'on va repérer toutes les personnes qui sont éventuellement contacts, dont on a parlé tout à l'heure. La CPAM peut aussi contacter la personne malade, son entourage et éventuellement le milieu professionnel pour recenser les personnes qui sont contacts à risque. C'est ou la CPAM ou éventuellement l'ARS. En général, ils ne se déplacent pas dans l'entreprise, mais ils peuvent téléphoner et prendre tous les renseignements nécessaires. Et il est clair que là, au niveau professionnel, ce sont nous, services de santé au travail, qui sommes les mieux placés pour essayer de repérer les personnes à risque, puisque nous connaissons les entreprises. Et ça permet évidemment d'aller plus vite que la CPAM qui ne connaît pas les entreprises. Voilà, donc là, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est un peu petit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite au niveau des contacts à risque? Si je suis contact à risque, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à la maison ou est-ce que je ne reste pas à la maison? Alors, a priori, on va rester isolé. Si on a des signes, on va tout de suite contacter son médecin traitant et on va faire un test le plus vite possible. Si on n'a aucun signe, à ce moment-là, on reste en isolement et on prévoit de faire un test au bout du 7e jour. 7e jour après le contact. Au bout du 7e jour, si la personne est toujours négative, a priori, elle peut sortir de son isolement, elle n'a donc pas attrapé la maladie et elle ne risque rien. Si au bout des 7 jours, son test est positif, alors, et elle s'isole, elle se fait soigner s'il y a lieu, si elle a vraiment un petit peu de signes, et après son isolement de 7 jours, elle pourra éventuellement sortir de son isolement. Dans le cas où la personne qui est contact à risque présente des signes dès le départ et qu'elle a un test positif, elle s'isole pendant 7 jours et elle pourra sortir éventuellement de son isolement après, quand elle n'aura plus de fièvre, étant au moins 48 heures après l'arrêt de la fièvre. Il faut laisser passer le temps des 48 heures après la fin de la fièvre. Sinon, on considère maintenant qu'un isolement de 7 jours est suffisant pour ne pas contaminer d'autres personnes ou ne pas être porteur du virus. Au tout début de l'épidémie, on considérait qu'il fallait 14 jours. Les études maintenant ont montré qu'en fait, on est très contagieux et on risque de l'attraper au maximum dans les 2 jours suivant le contact. Et on considère que 7 jours d'isolement sont suffisants. Il y a des questions? Alors, il y a des questions. Alors, qui effectue ce tracing? Alors, le tracing peut être effectué soit par le médecin du travail ou des infirmières qui ont été formées par l'ARS. Nous avons été formés pour faire des tracings, soit par le médecin traitant éventuellement, ou alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, la CPAM ou l'ARS. Alors, une autre question. Quand on est cas contact,
les personnes qui vivent avec elles doivent être, elles aussi, isolées. Quand on est cas contact et que on est positif au test, oui, bien sûr, tout l'entourage familial doit être isolé minimum 7 jours. Alors, j'en profite pour répondre à une question parce qu'elle est liée avec les cas contacts. Les documents qui doivent être produits, puisque c'est une question qui a été posée, comme je vous l'ai dit, c'est le document unique, puisqu'il y a une annexe Covid qui doit y être apposée, le règlement intérieur de l'entreprise, le plan de continuité ou le plan de reprise. Et qui pourrait vous le demander? C'est une obligation qui peut vous être demandée, comme à juste titre, comme tout règlement, tout document officiel de votre entreprise. Et ils seront bien utiles quand on remontera la boucle des cas contacts. On peut imaginer un cluster dans une entreprise. Eh bien, on va essayer de savoir quelles ont été les mesures qui ont été prises dans cette entreprise et on va mesurer les flux. Et ce n'est qu'avec les mesures qui auront été mises en place qu'on va pouvoir s'assurer de ce qui s'est passé dans l'entreprise. Dernièrement, on a eu une entreprise qui nous a sollicité pour un dépistage et quand on a demandé est-ce que dans votre document unique vous avez intégré le port du masque, c'était une unité de travail ou un open space où les salariés travaillaient tous donc dans cet open space. On a posé des questions, est-ce que vous aviez prévu un port de masque obligatoire? Est-ce que vous avez prévu une aération de cette pièce? Est-ce que les surfaces étaient désinfectées à chaque fois où les salariés prenaient le même téléphone? Eh bien, à cette réponse, on a demandé ce qui avait été prévu dans le document unique et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait des vides. Donc, et ça nous a aidé pour dire, bon, en fait, dans cette entreprise, ils ont été pratiquement tous cas contact, puisque les distanciations n'ont pas été respectées. Voyez-vous? Donc c'est à ce moment-là où il y a un intérêt à avoir ces documents, et de toute façon, c'est une obligation. Hein. Voilà. C'était pour répondre. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, comme ça nous pourrons y répondre. Alors, si on a un collaborateur qui a une suspicion de Covid, il doit s'isoler. Mais qu'en est-il de ses collègues quand les mesures sanitaires, masques et distances sont respectées? C'est ce que je viens de dire. Hein. Doivent-ils aussi s'isoler pendant 7 jours? Donc, moi, à mon avis, non. Non, voilà, la réponse est non. Si les personnes ont bien mis le masque en permanence, non, et elles n'ont pas besoin d'être isolées dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme cas contact à risque. Elles ne sont pas isolées, mais on va préconiser un test. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé dans cette entreprise. Voilà. Et si la personne qui a peur, elle va peut-être d'elle-même vouloir faire le test tout de suite, mais il vaut mieux attendre 7 jours. Voilà. Ensuite, une autre question. Quelle est la prise en charge des personnes qui vivent avec un contact à risque, qui doivent être isolées si le télétravail n'est pas possible? Est-ce que c'est un arrêt de travail ou une activité partielle? Donc ça, c'est l'employeur qui met en place on va dire, la spécificité du travail. Soit il peut mettre en place du télétravail à 100%, soit il ne peut pas. À ce moment-là, il va moduler l'activité de son salarié. Est-ce que c'est bien ça, Catherine? C'est ça, et en plus, le salarié peut maintenant déclarer directement sur le site de la Sécurité sociale qu'il est à risque parce qu'il vit avec une personne qui est positive, par exemple, et donc il aura un arrêt de travail directement de la Sécurité sociale, de la CPAM. Alors n'hésitez pas, posez les questions. Voilà. Alors, le télétravail doit-il être favorisé? Alors, dans les textes, le dernier, je crois que c'est hier, on a eu encore un communiqué. Le télétravail est recommandé. Pour le moment, il n'est pas imposé, mais il est préconisé, justement pour éviter la propagation de l'épidémie, de favoriser du télétravail. Donc, les employeurs doivent réfléchir à ce nouveau format de travail. Peut-on imposer à un salarié d'aller se faire tester? Non. On ne peut pas imposer à un salarié Voilà. de se faire tester. Non, non. Le salarié peut très bien refuser et l'employeur ne peut absolument pas lui imposer.
Par contre, si le salarié ne va pas très bien, il peut aller voir son médecin traitant qui, lui, va lui prescrire le test. Il va là, à ce moment-là, a priori, il va le faire. Sauf pour les soignants. Ben, pour les soignants, ils peuvent être testés directement. Voilà, sauf pour le personnel soignant. Alors, qu'en est-il du délai des 3 jours de carence? Ah ben ça, je sais pas. Alors, le délai de carence, on attendait le décret. Ah. Il était question... Il était alors, question qu'il n'y ait pas de délai de carence voilà, dans, c'est ça. dans ces arrêts Et de travail. on attend un décret qui revient là-dessus. Donc, sur ces questions où on attend vraiment le cadre légal, sachez que, comme ce PowerPoint, hein, ces documents seront postés sur notre portail, ainsi que, là, par exemple, sur le délai de carence, je pense que ça. Le ministère du Travail est en train de nous faire une dernière mise à jour par rapport à ça. Comment rapplit-on alors son obligation de sécurité? Si on peut pas, si le salarié ne veut pas se faire tester, je suppose, c'est ça. Ça, c'est un problème. Voilà, donc aujourd'hui, des cas de salariés qui refusent de se faire tester, Il y en a. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? On essaye de les convaincre de le faire. Voilà. En même temps, maintenant qu'on va se déplacer en entreprise pour faire les tests, ce sera peut-être plus facile. Oui. Alors, le problème, c'est que on va vous en parler tout à l'heure sur le dépistage, puisqu'on enchaîne sur la 3e partie. Là. Mais sachez qu'on a... Est-ce que le salarié peut refuser que son employeur lui prenne la température à sa prise de poste? Oui, oui. D'ailleurs, c'est complètement illégal. L'employeur n'a pas à prendre la température à la prise de poste d'un salarié. Il n'a pas le droit de le faire. Si certains ouvriers refusent de porter le masque, que doit-on faire? Alors là, leur imposer. Voilà. C'est un EPI obligatoire. C'est comme porter un casque sur la tête quand on est sur un chantier, comme porter des chaussures de sécurité. C'est un EPI et l'employeur peut sanctionner comme n'importe quel EPI qui ne serait pas respecté. Oui, c'est sanctionnable. Eh bien, vous voyez, c'est un sujet qui passionne. Alors, vous avez encore... C'est fini pour votre partie? Donc à vous, Elisabeth? Alors nous, de notre côté, il a été mis en place un numéro vert, une ligne dédiée au Covid-19. Ce sont des infirmières d'astreinte qui répondent à vos questions. Donc vous pouvez appeler tous les jours de la semaine, bien sûr. Voilà, et si jamais vous ne pouvez pas joindre le numéro, c'est transféré sur l'accueil qui prend vos coordonnées et on vous rappelle dès que possible. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à nous poser. Ensuite, nous avons aussi formé les infirmières pour qu'elles puissent faire des tests PCR dans vos entreprises. Elles se font à une condition express, c'est qu'il y ait au moins 3 cas positifs. Donc dans ce cas, vous contactez nos services et avec l'accord de l'ARS, on mandate une infirmière qui vient chez vous faire les tests aux salariés qui sont suspects ou qui ont besoin d'être testés. En tout cas, si vous avez un cas ou 3 cas positifs, donc il faut bien savoir que les contacts, leur test ne se fera qu'à 7 jours par rapport au dernier contact avec la personne positive. Il est inutile d'appeler pour qu'on vienne immédiatement. Il faut absolument qu'il y ait ces 7 jours entre le dernier contact avec le cas positif et le moment du test. Donc ce qui est important pour nous, c'est que nous ayons avant de venir la liste des salariés à prélever, leur mail, leur numéro de téléphone, leur numéro de sécurité sociale et que sur place, il y ait une pièce dédiée pour que l'infirmière puisse effectuer ses tests et que les salariés arrivent en décalé, qu'ils ne soient pas tous là en même temps bien sûr. Voilà, donc les tests se font sur place et ensuite nous nous occupons de transférer tous les prélèvements au laboratoire qui lui envoie les tests, les résultats au médecin coordonnateur du Dr Smallwood de notre entreprise.
Voilà, sinon on peut aussi organiser des sensibilisations, c'est un peu compliqué évidemment du fait du Covid, mais on peut se déplacer également dans la mesure où les gestes barrières sont respectés, qu'il y a une grande salle aérée et qu'il y a peu de personnes, bien sûr, avec les distances de sécurité, où on présente un PowerPoint sur les consignes spécifiques concernant le Covid, en expliquant qu'est-ce que le Covid, quels sont les gestes barrières, on parle du lavage des mains, on parle des personnes à risque et de tout ce qu'on peut mettre en place, en tout cas pour se protéger du Covid-19. Et ensuite, eh bien, il y a la possibilité de l'aide dont on vous parlait tout à l'heure au document unique, avec tout un tas d'informations qu'on peut vous donner par rapport aux préconisations, aux précautions aux précautions à mettre en place dans votre entreprise et voir si ça correspond à ce qui est noté dans votre document unique. Alors, pour répondre à la question si le masque est obligatoire dans les open space, il y a plus d'1 mètre de distance, normalement, je dirais que oui. S'il n'y a pas de cloison en plexiglas comme nous avons nous ici, il vaudrait mieux avoir et les cloisons et éventuellement, on pourrait à ce moment-là ne pas mettre le masque. Mais le masque est obligatoire dès qu'on se lève de son siège et qu'on se déplace dans l'open space. Si on doit aller à une imprimante, etc., il faut tout de suite mettre le masque. Le plus simple, c'est de l'avoir et de le porter. Comme ça, on est sûr de l'avoir et de ne pas l'oublier. Après, il y a une question sur l'obligation de se faire tester, si c'est précisé dans le règlement intérieur. Je ne pense pas que dans le règlement intérieur, avec le Covid, il y ait écrit, on puisse écrire qu'il y a une obligation de se faire tester. À mon avis, c'est pas légal. À mon avis, non. Non, le règlement intérieur, il ne permet pas d'aller au-delà de la loi. Hein. Non. C'est un petit peu le même principe que la prise de température. La prise de température, elle est interdite. L'employeur doit-il fournir des plexiglas entre deux agents? Oui, l'employeur doit fournir des plexiglas entre des agents qui sont rapprochés, je dirais. Il y a une question sur le règlement intérieur. Sur Pouvez-vous repréciser concernant le règlement intérieur s'il faut apporter des modifications? Il faut l'actualiser, le règlement intérieur, sur le volet. Alors, peut-être on pourra vous donner des modèles ou des informations là-dessus, mais le règlement intérieur doit intégrer les mesures ce qu'il y a eu de mise en place, des mesures d'exception mises en place dans le cadre de la Covid. On essaiera de vous mettre une boîte à outils pour que vous puissiez aller chercher des informations. Pour le règlement intérieur, vous devez préciser que le port du masque est obligatoire dans le cadre des EPI de votre service. Alors, dans le cas de bureaux séparés, chauffés par une clim qui prend l'air dans des bureaux, la chauffe et le redistribue, le masque devient-il obligatoire? Si la personne est toute seule dans son bureau, non. Par contre, s'il y a un système de climatisation, il faut mettre le plus bas volume de mouvement d'air. Il ne faut pas que qu'il y ait trop d'air qui arrive dans le bureau. Mais si une personne est toute seule dans son bureau, elle n'a pas besoin de porter le masque. Je reviens sur le règlement intérieur. Si vous n'avez pas mis à jour le règlement intérieur, une note de service peut également être un support de réglementation interne dans votre entreprise. Hein. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? L'employeur doit-il fournir un plexiglas entre deux personnes si le port du masque est appliqué? Non. Je veux dire, il y a des gestes qui sont
à adopter et à faire adopter dans vos entreprises. Le port du masque, le lavage des mains, la désinfection des surfaces et l'aération des surfaces également, hein, des espaces. Une fois que vous avez mis en place toutes ces règles, déjà vous êtes en train de maîtriser la circulation du virus. Et ensuite, c'est à vous à voir en fait les points je veux dire, on est tous maintenant, ça c'est complètement, comment dire, on est tous empreints hein, de tous ces gestes barrières, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée. Dans une entreprise, les espaces sont, déjà on passe 8 heures hein, par jour, donc il faut être très vigilant au point de, on va dire au flux et au point de rencontre des personnes. Comme vous l'a dit le docteur Smallwood, les temps où on fait une pause, où on va prendre une cigarette, je veux dire, c'est toujours des moments où on lâche un peu, et c'est dans ces moments-là où on est le moins vigilant. Donc, soyons vigilants sur notre façon de gérer nos espaces et notre propre protection. Et en fait, ça doit être maintenant notre culture d'entreprise. Vivre avec ce virus tant qu'on ne l'aura pas vraiment neutralisé et faire en sorte de se protéger au maximum parce que, en fait, c'est sûr, il y a eu des questions, il faut favoriser le télétravail. Mais avant de favoriser le télétravail, faisons en sorte d'être le plus sain possible dans nos espaces de travail. Ensuite, ce qu'on ne pourra pas maîtriser, c'est les contacts que l'on aura à l'extérieur et pour lesquels on serait porteur. Voilà. Donc c'est vrai que le télétravail ne va pas nous empêcher d'aller faire des courses, d'avoir une vie normale. Donc moi je dirais, la règle d'or, c'est au sein du travail qu'il faut commencer par l'appliquer. Et si nous l'appliquons pour nous-mêmes, eh bien après, à la maison, avec les enfants, eh bien, de suite ça va se démocratiser, c'est un mot, mais il va falloir qu'on vive avec. Oui. Alors, dans notre règlement intérieur, nous avons ajouté la clause suivante. Chaque collaborateur doit également respecter et appliquer les mesures de prévention et de protection prévues par le document unique, oui, en particulier concernant les mesures prises pour lutter contre les risques liés. Est-ce suffisant ? Oui, si dans votre document unique, il est bien détaillé toutes les actions que vous avez mises en place. Et si vous avez fait des notes de service ou des notes d'information ou des notes, on va dire, sanitaires, dans ce cas-là, vous devez, dans le document unique, répertorier ces documents. Donc, confère, note de service, confère, note sanitaire, puisque quand même, depuis le mois de mai, on a évolué. Hein, le port du masque n'était pas obligatoire, les gestes de distance, le mètre de distanciation n'était pas encore comme ça a évolué. Donc, vous avez bien dû faire des mises à jour. Alors, ce qu'on préconise, c'est d'avoir des documents qui viennent se rajouter au règlement intérieur. Donc oui, moi je vous dirais oui, si votre document unique est complet. Voilà. Parce que le règlement intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Chaque fois qu'on fait une mise à jour, c'est plus complexe qu'un document unique. C'est un document qu'on actualise dès qu'il y a une action qui vient se compléter ou se rajouter. On a beaucoup entendu dire que les climatisations ne devaient pas être allumées pour ne pas favoriser la circulation du virus. En est-il de même avec les chauffages ? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut mettre les climatisations, mais à faible volume d'air, faible renouvellement d'air. Le chauffage, c'est la même chose. On peut très bien mettre le chauffage, mais il ne faut pas que l'air soit propulsé de façon importante. Il faut mettre au minimum le mouvement d'air. Alors, dans le règlement intérieur ou la note de service, puisque ce sont les documents supports, vous devez consigner l'obligation,
certes, de porter le masque et les circonstances dans lesquelles les salariés sont tenus de les porter, c'est-à-dire dès lors où vous rentrez sur votre lieu de travail jusqu'à votre sortie. Également, vous devez prévoir, puisque c'est tout dernier, ce sont les dernières modalités, les masques, où doivent-ils être jetés? Ils ne doivent pas être jetés dans des... C'est bien ça, non, Catherine? Dans des poubelles spéciales. Voilà. Des poubelles spéciales avec un sac. La personne du nettoyage fermera le sac avec les masques à l'intérieur. Voilà, et les masques ne doivent pas être mélangés avec d'autres poubelles. Alors, on a une autre question. Si on a un plexiglas mis en place par l'employeur, le port du masque devient-il obligatoire? On vous a répondu. Alors, je vais mettre quand même un petit bémol, ça dépend de la hauteur aussi du plexiglas, parce que j'ai été là, il y a pas longtemps, dans une entreprise où il y avait un plexiglas qui était de hauteur correcte si la personne était assise. Le souci, c'est qu'elle recevait des clients et que pour recevoir les clients, elle se mettait debout. Et debout, elle était au-delà du plexiglas. Donc il faut faire attention aussi à la hauteur du plexi. alors je vais Avoir un plexi qui ne couvre pas le visage et la bouche, ça sert à rien. Voilà, donc c'est pour répondre à ce monsieur ou cette dame. Pourquoi ne portons-nous pas de masque? Donc notre masque est ici, nous l'avons. Dès lors où nous nous levons, nous le mettons. Et là, parce que nous sommes isolés par un plexiglas que vous ne voyez pas, mais qui est bien à cette hauteur, donc en fait, nous ne risquons pas d'envoyer des projections. Enfin, moi personnellement, je ne peux pas envoyer des projections sur mes voisines. Voilà la réponse. Donc dans une entreprise, c'est pareil. Le masque est obligatoire dès lors qu'on se déplace. On est sur un open space, on est isolé sur cet open space, dans la mesure où on ne peut pas avoir des projections sur notre environnement proche, on n'est pas tenu de le porter. Par contre, c'est vrai que c'est un automatisme. Nous, au PST, on est tout le temps en train de porter le masque. Voilà. Sauf quand on est seul dans un bureau ou qu'on est protégé. Dans les locaux, doit-on nettoyer les rampes d'escalier et les poignées de porte plusieurs fois par jour? Si oui, combien de fois et par qui? Un salarié, un employeur? Moi, j'ai envie de répondre oui. Oui. Voilà. Donc, il faut que les salariés aient des lingettes désinfectantes à portée de main en permanence et que chacun... Alors, nous, on a condamné les portes. Toutes les portes internes ont été condamnées. Sauf certaines portes qui sont obligatoires, mais il y a des lingettes de désinfection partout. Et on nettoie les rampes d'escalier. Et on nettoie les rampes d'escalier. Au moins 2 fois par jour. Il faut désinfecter le fauteuil. S'ils reçoivent du public, il faut désinfecter tout ce que la personne a. Oui. Si vous recevez du public, ce qui est important, c'est de désinfecter aussi toutes les surfaces qui ont été touchées par la personne que vous avez reçue. Nous, par exemple, on désinfecte le fauteuil, tous nos appareils de tension et les parties du bureau qui ont été, où la personne a pu poser son portable, son sac, voilà, tout est désinfecté, y compris les poignées de porte si la personne a touché la poignée en rentrant ou en sortant. Voilà. Oui, l'eau de Javel, alors il faut leur dire, parce qu'il y en a qui ne la lisent pas. Est-ce que l'eau de Javel reste un rempart idéal? Catherine. L'eau de Javel, oui, est toujours un bon désinfectant. Donc, et le savon aussi, hein, pour les mains. Ah ben pas pour le Javel, c'est pas pour les mains. Sinon ça décaperait trop les mains. Non, le Javel, je parle de nettoyage des sols. Pour les mains, même un bon savon, on n'est pas obligé d'utiliser obligatoirement un gel hydroalcoolique, un savon, de l'eau, du savon, mais un bon savonnage, c'est tout assez efficace. Sans bijoux. Alors, on nous dit qu'il y a un médecin de chez nous qui interdit d'utiliser l'eau de Javel dans une entreprise. Voilà. Alors, elle doit avoir ses raisons, peut-être? L'eau de Javel, alors je ne connais pas l'entreprise,
Mais l'eau de Javel peut être toxique, elle dégage des vapeurs qui sont toxiques. Donc il faut utiliser de l'eau de Javel diluée pour faire les sols, mais après c'est clair qu'il faut aérer. L'eau de Javel mélangée à un acide peut exploser, enfin, c'est dangereux. Il faut faire attention à l'utilisation. C'est possible. Alors, vous avez posé les questions des rampes d'escalier. Donc, il est certain que si tout le monde se désinfecte les mains à l'arrivée et utilise tous les gestes barrières et toutes les mesures de précaution, normalement, il n'y a pas de virus. Alors, ce qui est préconisé, c'est que les rampes d'escalier soient nettoyées 2 fois par jour. Ça, c'est le protocole national. Et donc, régulièrement, cette désinfection, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait partie de nous. Mais il faut réfléchir, enfin, il faut penser à quel moment le virus peut rentrer. Si tout le monde utilise les gestes barrières, si tout le monde respecte, à part d'avoir eu le virus à l'extérieur, dans un espace comme une entreprise, on peut maîtriser qu'il soit véhiculé au moins. Voilà. Dans le cadre des formations secourisme, peut-on utiliser le mannequin? Normalement, on ne fait pas le bouche à bouche. Il est désinfecté, mais ça ne fait rien. Elles ont complètement, les formations ont été complètement revues par rapport à la propagation du virus. Ouais. Pour revenir sur le problème des rampes d'escalier, il ne faut pas non plus supprimer les rampes d'escalier, ce que l'on voit quelquefois, parce qu'il y a des fois des entreprises où ils ont carrément enlevé mis une protection pour qu'on ne touche pas la rampe d'escalier. La rampe d'escalier, elle est quand même utile, ça évite bien des chutes, donc il ne faut pas les supprimer non plus. On peut les nettoyer, mais on n'est pas obligé de les supprimer. Oui, sauf si vous voulez avoir des arrêts de travail. Il nous reste encore un peu de temps, 10 minutes, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Toutefois, pour la RCP, la pratique est toujours d'actualité. Qu'est-ce que c'est la RCP? Je ne sais pas. La respiration. La RCP? C'est les premiers secours, je pense. C'est les formations premiers secours. On va sûrement nous donner la réponse. Ouais. On va essayer de vous donner la réponse avant 17h. Réanimation cardiovasculaire, d'accord. Pulmonaire. La pratique du bouche à bouche. Ben oui, c'est ça. Parce que normalement, ça ne se fait plus. Non. À celles qui font les formations, parce que là, je ne saurais pas. Là, on n'a pas. En tout cas, à mon avis, c'est proscrit, s'il y a le bouche à bouche, d'utiliser le mannequin. C'est dans la même mesure que dans nos examens complémentaires, nous ne faisons pas de spirométrie, c'est-à-dire l'étude du souffle, justement pour la crainte éventuellement d'une contamination par voie respiratoire. Donc pour le moment, depuis le confinement et quand nous avons ouvert nos examens complémentaires, nous ne faisons pas de spirométrie pour le moment pour cette raison-là. Alors bien sûr, si vous souhaitez avoir un accompagnement par nos services, bien il suffit soit de nous envoyer un mail, soit d'appeler la ligne Covid et on peut vous aider sur si vous avez des documents, si vous souhaitez qu'on vienne également dans votre entreprise vérifier les gestes barrières, la distanciation. Vous avez donc une ligne dédiée avec un numéro de téléphone. N'hésitez pas. Nous avons toute une équipe de professionnels, des assistants en santé-sécurité, des infirmiers en santé au travail, des intervenants en prévention des risques. Donc, en fonction de vos demandes, on pourra vous apporter
notre aide et notre accompagnement. Sachez que on essaie vraiment d'améliorer au maximum on va dire l'accompagnement qu'on pourrait avoir envers nos entreprises. Et donc les dépistages en font partie. On a eu un grand combat avec l'ARS pour pouvoir aider les entreprises qui avaient plus de 3 cas Covid donc dans leur entreprise. Alors merci pour vos témoignages. Donc pour ceux qui ne voient pas, webinaire super intéressant et très clair, merci beaucoup, merci pour tous ces renseignements, très bien. Bien écoutez, nous aussi nous vous remercions de nous avoir rejoints pour ce webinaire, pour cette question très importante d'actualité qui est venue frapper à notre porte au mois de mars et que nous essayons de contenir. Et c'est par ces réunions, c'est par ce partage qu'ensemble nous arriverons vraiment à régler cette propagation, à limiter et à diminuer cette propagation, puisque je veux dire, aujourd'hui il est de notoriété que le port du masque, les gestes barrières arrêtent la propagation du virus. Donc soyons forts dans cette mobilisation et j'espère à très bientôt. Est-ce que vous avez le mot de la fin? Oui, nous on reste à votre disposition, donc toujours sur le numéro dédié au Covid, et puis pour les prélèvements, si vous avez des cas positifs, 3, et donc on déplacera une équipe pour vous si c'est nécessaire. Catherine? Non, tout bon. On est à votre écoute. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter. Pas d'autres questions? Il n'y a pas de problème. Alors, le lien pour le replay, qu'est-ce que je réponds? On l'envoie à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Donc notre service informatique que vous ne voyez pas mais qui est présent et qui est présent, ainsi que notre service communication, donc notre gauche et notre droite, vont se faire un plaisir de vous mettre en lien sur YouTube cette présentation de cet après-midi, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Alors si vous avez des thématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on intervienne avec d'autres professionnels sur d'autres thématiques, n'hésitez pas, et c'est avec plaisir que nous organiserons ce nouveau format qui maintenant répond à cette nouvelle exigence, puisque nous sommes limités par la capacité de présent lors de ces réunions. Donc voilà. Donc rendez-vous très prochainement dans ce nouveau format. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.